Les années 2000, c'est ce que l'on nomme la modernité. Alors ce terme a été donné par les modernes eux-mêmes, puisqu'il est évident qu'au Moyen-Âge ou à la Renaissance, ils ne se disaient pas « tiens, nous vivons au Moyen-Âge ou à la Renaissance ». Et c'est un terme donc qui caractérise le XXe siècle, parce que c'est là qu'il y a eu énormément de découvertes modernes dans le domaine des sciences, de la biologie, de l'astrophysique, de la médecine, de technologies en tout genre, de la psychologie, de la sociologie. C'est là également que la culture s'ouvre à un public plus large et que nous avons les premières femmes philosophes. Et c'est là également que nous avons deux guerres mondiales, la Shoah, l'invention d'armes de destruction massive, les problèmes éthiques qui vont être liés aux nouvelles technologies, comme par exemple dans le domaine de la génétique ou de l'intelligence artificielle. Et nous prenons conscience du fait que nous avons énormément de responsabilités, même envers la planète peut-être, étant donné que l'on prend conscience donc à la fin des années 2000 du problème du réchauffement et du dérèglement climatique, au point de se demander si nous pouvons encore vivre sur le même logiciel que celui qui nous a fait tant progresser depuis le rationalisme de la Renaissance et le positivisme des temps modernes, au point de conquérir même l'espace et d'aller sur la Lune. Oui, c'est quand même hyper classe, mais à quel prix cela est-il possible et sur quelle longueur de temps, je dirais, ce logiciel peut-il être appliqué? Ce sont les enjeux que l'on appelle modernes. Nous avons également un développement de la démocratie dans le monde, mais également aussi un retour de grandes idéologies, celle du communisme ayant au moins pour un temps, fait son temps. Nous avons le retour d'idéologies dominantes dans le domaine des religions, de certains fanatismes, un bouleversement également des rapports de force entre les pays, les États-Unis, la Chine, l'Europe, la Russie, et on ne sait pas non plus jusqu'où est-ce que cela va aller. Raison pour laquelle les années 2100, donc lorsque le monde globalisé que nous connaissons, où la communication, l'information, le transport est mondial et où n'importe quel petit détail à un point du globe peut modifier durablement et radicalement la vie de centaines de milliers de millions d'humains à l'autre bout du globe, ce monde qui forme pour la première fois finalement un grand tout où tout est interconnecté et dans lequel l'histoire mondiale nous amène vers un lendemain assez incertain, eh bien nous avons décidé d'appeler ceux du siècle du millénaire suivant, donc nous des années 2020, 2100, les post-modernes à défaut de mieux, puisque nous sommes après les modernes, mais nous ne savons pas jusqu'à quel point est-ce que ce monde sera vivable et à quoi il ressemblera. Évidemment, on ne peut pas me poser la question aujourd'hui, il faudrait me la poser dans une centaine d'années. Moi, je proposais le terme de crépuscule, de crépusculaire, je trouvais ça joli, en s'inspirant du titre de l'ouvrage de Nietzsche, Le crépuscule des idoles. Oui, le crépuscule, c'est lorsque le soleil s'éteint, disparaît, mais également ça désigne l'aube, c'est-à-dire lorsque le soleil revient le lendemain. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, nous sommes à un point de bascule civilisationnel, peut-être pas si important que nous le croyons, peut-être radical et peut-être même comparable à la chute de l'Empire romain dans des premiers siècles, mais en tout cas nous voyons que nous nous interrogeons sur la pérennité de notre système civilisationnel et intellectuel, et donc je proposais moi le terme de crépusculaire pour les humains que nous sommes. L'un des premiers grands penseurs de la modernité est Freud. Je laisse de côté la question de savoir si c'est à proprement parler un philosophe. Il développe en tout cas la psychanalyse, cette science ou prétendue science de l'inconscient, hypothèse selon laquelle il y aurait une partie de nous-mêmes qui serait inconnu de nous-mêmes. Donc ça c'est intéressant parce que ça désapproprie l'homme de lui-même. Lui qui pensait se connaître parfaitement se rend compte qu'il est un peu comme une sorte d'iceberg dont il ne connaît peut-être que la partie émergée. On trouve déjà des idées semblables chez Schopenhauer et chez Nietzsche, mais il appartient à Freud d'avoir essayé d'en faire une science, une étude rigoureuse pour soigner les troubles psychologiques de ses patients, même si les résultats de Freud sont très souvent contestés et sa méthode scientifique également. Je laisse également cela de côté. Et cela a permis de traiter de manière plus humaine la folie et d'interroger l'idée même de normes. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui ne l'est pas? À quel moment est-on fou? Quels sont les différents types de folie? Quels sont éventuellement les traumatismes ou les rapports à l'enfance qui nous construisent au cours du temps et qui font que nous appartenons ou non à une norme sociale établie? Donc cela est quand même constructif et a participé notamment à l'idée d'interroger la psychologie de l'enfant,
enfants, la psychologie féminine, la psychologie aujourd'hui des adolescents, ou encore la question de l'homosexualité, que Freud est l'un des premiers à ne pas considérer comme une maladie mentale. En cela, on voit qu'il y a une dimension humaniste à la psychanalyse, qui va également interroger des principes plus collectifs, comme la croyance religieuse, par exemple. Qu'est-ce qui nous pousse peut-être inconsciemment à avoir besoin de croire en des forces qui nous dépassent? La pensée de Bergson est également intéressante car elle touche à des domaines très différents comme le vivant, l'évolution de celui-ci, mais aussi le rôle de la conscience chez l'être humain ou encore l'essence du temps. Qu'est-ce que finalement le temps? Comment le définir sans coller sur le temps des choses qui le dénaturent, notamment en le spatialisant? Et il a également travaillé sur des thèmes sociaux comme la croyance religieuse, l'importance du rire ou de la créativité artistique, autant de domaines qui sont encore d'actualité. Il y a également au XXe siècle de nombreux philosophes qui s'interrogent sur la science, sur les principes et l'évolution des différents types de sciences et sur le caractère ou non scientifique de certains systèmes philosophiques, notamment de ce que l'on trouve en métaphysique. Donc nous avons des philosophes comme Bachelard, comme Russell ou comme Wittgenstein, qui est peut-être le plus célèbre d'entre eux et qui entend montrer non pas le caractère invérifiable de certaines théories métaphysiques que l'on développe depuis l'Antiquité et notamment encore à la Renaissance et dans les années 1800 avec la philosophie allemande, mais de montrer la prétendue, en tout cas, absurdité de telle philosophie et donc la préférence qu'il a pour la science dont on peut espérer des résultats plus tangibles. Un autre courant de pensée qui se développe au milieu du XXe siècle, c'est la phénoménologie, notamment avec Husserl, qui entend mettre de côté, mettre entre parenthèses toutes les grandes questions traditionnelles de la philosophie auxquelles on ne pourra jamais apporter de réponse définitive, et se concentrer sur la description de ce qui nous apparaît, phainomènon, ce qui apparaît en grec. Donc cette phénoménologie serait une science de l'expérience de la vie finalement, puisque nous voyons le monde, avec 3 dimensions, dans un temps linéaire, régi par des principes de cause à effet, et puis nous éprouvons des sentiments qui sont proprement humains peut-être, comme l'ennui, l'angoisse, l'amour, et ces sentiments sont décrits par la phénoménologie afin de mieux nous faire comprendre ce que c'est que d'être finalement un humain dans un monde tel qu'il nous est donné. Alors ça reste assez problématique, je dirais, comme philosophie, étant donné que c'est purement descriptif, mais ça a donné naissance à 2 autres œuvres qui sont très importantes au XXe siècle, celle de Heidegger, qui a notamment écrit Être et Temps, et qui là encore essaye de décrire ce que c'est que d'exister pour un être comme l'homme, qui sait qu'il a un passé, un avenir, qu'il va mourir, qu'il doit faire des choix. Et cette œuvre sera la base de celle de Jean-Paul Sartre, qui reprendra beaucoup d'idées à Heidegger, et qui développera ce que l'on appelle l'existentialisme. Là aussi, une philosophie qui comporte une grande partie morale et politique et qui insiste sur la nécessité pour l'homme de faire des choix et donc de devoir se reconnaître, d'assumer ses choix. Donc l'existentialisme met au centre de sa philosophie la liberté, je dirais, vécue. Peut-être qu'en réalité, je suis déterminé de toute éternité par un destin à faire ce que je suis en train de faire. Peut-être que des déterminismes sociaux et psychologiques pèsent sur moi, mais il n'empêche que j'ai irréversiblement le sentiment d'avoir fait un choix qui aurait pu être autre. Et donc cette responsabilité de l'homme qui doit choisir ses valeurs et construire lui-même sa propre représentation du monde est ce qui est central chez Jean-Paul Sartre. Ce sont sans doute là les grands philosophes du XXe siècle. Il y en a évidemment d'autres, notamment on pourrait penser à Michel Foucault qui a écrit des ouvrages qui interroge notre société plus moderne, voire post-moderne, à savoir si ce qui se donne comme une société plus libre, plus démocratique, n'est pas en un certain sens une grande société du contrôle qui est en train de se construire. Donc ça, c'est important pour nous aujourd'hui, puisqu'on voit notamment avec certaines politiques et avec certaines inventions comme Internet ou comme l'intelligence artificielle, que Michel Foucault préfigure un peu ce monde dans ses œuvres. En ce qui concerne la postmodernité, donc cette période qui se situe après l'an 2000, force est de constater qu'il n'y a plus de grands noms de la philosophie au sens d'un Platon, d'un Descartes ou d'un Kant.
Alors, deux possibilités, la pessimiste et l'optimiste. La pessimiste, c'est que peut-être que tous les systèmes de pensée très importants, structurés et argumentés ont été découverts par l'esprit humain et qu'ils sont en nombre limité, ce qui ne nous empêchera pas de réutiliser certains de ces concepts pour penser l'avenir, et peut-être que le 21e, 22e siècle seront bien avisés de se servir de concepts, de distinctions ou de relire des citations qui ont été développées par Platon, par Spinoza ou par Heidegger, pourquoi pas. L'optimiste, lui, dirait que ce n'est qu'un petit moment et que d'autres grands esprits, d'autres grands philosophes, peut-être vous-même qui m'écoutez, vont écrire de grandes œuvres qui vont à nouveau non seulement nous étonner et puis interroger notre propre représentation du monde et les préjugés que nous avons parfois quant à ce que nous considérons comme être le réel ou le vrai, mais également changer le monde, car il ne faut pas oublier que l'histoire des idées, ce n'est pas simplement de la culture générale très théorique, mais à n'en pas douter, si Aristote, si Rousseau ou si Marx n'avaient pas existé, c'est très concrètement le monde dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui qui aurait été très différent. Donc à la grande question de savoir s'il y aura encore des grands philosophes, je ne sais pas. En tout cas, nous avons des petits philosophes qui font de petites choses, que ce soit des petits ouvrages, des petites chaînes YouTube. Alors ça va jusqu'à la démagogie de faire le tour d'une citation en 30 secondes sur TikTok, donc là je les laisse avec leur conscience professionnelle, mais en tout cas quelque chose est sûr, c'est que nous avons aujourd'hui tout un feuilleté, tout un panel de professeurs de philosophie et d'étudiants en philosophie qui nous permettent de mieux comprendre les grands noms de la philosophie, ce que nous n'avions pas autrefois. Évidemment à l'époque de Descartes, pour comprendre Aristote, il fallait lire Aristote, il fallait donc lire le grec, et il n'y avait personne pour t'expliquer avec des petits tutos de 5 minutes. Donc nous y gagnons en pédagogie, nous y gagnons en partage des idées de manière plus démocratique. Il n'y a plus forcément besoin d'avoir un bac+8 pour comprendre du Heidegger. Cela fait également que la philosophie s'ouvre à des classes plus populaires, s'ouvre également aux femmes, puisqu'il faut attendre le XXe siècle pour que nous ayons des femmes, notamment la compagne de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, pour faire de la philosophie. Donc cela me semble être une bonne chose. Par contre, en effet, on peut douter de l'idée selon laquelle nous aurions à nouveau de grands géants de la philosophie qui bouleverseraient l'histoire des idées et pourquoi pas l'histoire du monde, raison pour laquelle on ne peut pas dire, à moins d'être d'une grande naïveté, que la philosophie ne sert à rien et que le survol de l'histoire de la philosophie n'est que de la culture générale, car pour savoir dans quel monde nous vivons et pourquoi nous vivons dans ce monde, pour peut-être même envisager un monde nouveau dans lequel nous vivrons, où vos enfants, vos arrière-petits-enfants vivront, il faut évidemment savoir de quel monde nous venons, et pour comprendre notre présent, éventuellement même imaginer notre avenir, il est utile de connaître notre passé, et c'est ce que nous avons essayé de faire avec ces petites émissions qui retracent le passé de la pensée de l'homme dans toutes ses contradictions, sa complexité et, je l'espère aussi, sa richesse.